Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de l'Imo. Comme chaque vendredi, nous sommes avec un grand invité. Bonjour Bertrand Pérouf. Bonjour Bérénice. Président de Drieux Combalusier, comment allez-vous ? Super bien, très très bien. C'est cette veille des fêtes de fin d'année avec un engouement au niveau footballistique. C'est vrai. Voilà, beaucoup d'indicateurs ouverts. Malgré un contexte compliqué, ça va bien. Bon, on en parlera justement dans quelques instants. Alors pour rappel, on va vous découvrir, on va parler de votre parcours, on va parler de votre activité, on va parler aussi de votre rôle en tant que père de famille, puisque vous en êtes un. Et puis on va écouter des témoignages, puisqu'on a eu 3 personnes de votre entourage, donc collaborateurs, proches, amis, et on écoutera vos musiques que vous avez choisies. Alors on va commencer avec votre parcours. Comment êtes-vous arrivé chez Drieux Combalusier ? Donc avant Drieux, comment ça s'est passé, vos études ? Alors ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai eu le plaisir de faire des études à la fois portées sur l'économie, le commerce, la finance, puisque comme tout à chacun, ou comme beaucoup de monde, j'ai fait des écoles de commerce. Donc laquelle du coup ? Donc alors j'ai fait l'ISC, j'ai fait Advancé à Négocia qui dépend de la Chambre de commerce de Paris, avec notamment à l'époque une spécialisation sur tout ce qui était psychologie et négociation, parce que tout petit j'ai été très rapidement attiré vers le négoce, vers le commerce, vers cette volonté de vendre, et à un moment donné le très beau métier qu'est la vente est un métier qui s'apprend, c'est pas quelque chose de inné. Alors on peut avoir des prédispositions, on peut avoir du talent pour faire du commerce, il y en a qui sont plus doués que d'autres, on peut être plus ou moins doué, mais c'est un vrai métier très 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 exigeant et qui demande un vrai apprentissage, un vrai entraînement. Je vais faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment. On est sur la Coupe du Monde, on est sur les efforts que font les joueurs de foot pour arriver à de la performance, pour arriver à délivrer effectivement des victoires. La vente, c'est pareil en fait. Un très bon commercial, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, très exigeant avec ses méthodes de travail, très exigeant avec finalement une capacité à se remettre en cause aussi, parce que finalement la vente, c'est une remise en cause permanente, tous les jours. Donc il y a beaucoup de convergence avec le monde du sport et la vente. Voilà. Et donc c'est effectivement un environnement dans lequel j'ai baigné assez tôt. Vos parents étaient dans la vente ou pas du tout ? Alors pas du tout. Par contre, j'avais un oncle qui était ingénieur commercial et qui à l'époque vendait des très grosses machines informatiques. Alors aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, au début de l'informatique, c'était quelque chose qui était assez magique. Et lorsqu'il parlait de ses entretiens clients, de ses rendez-vous, ça me faisait rêver. Donc, je me suis tout naturellement c'est ça qui vous a investi. Qui vous a donné l'idée de vous tourner vers la vente ? Oui, vraisemblablement. Je pense que mon oncle a été effectivement une des personnes qui m'a inspiré pour aller faire de la vente. Et donc oui, je me suis tourné vers la vente, le commerce, et puis après plus généralement le marketing, pour avoir une vision un peu plus globale. Voilà, donc ça a été mes études, très axées sur la performance, enfin sur la vente, pardon, sur le commerce, avec forcément d'autres matières comme la finance, comme la comptabilité. Alors à l'époque j'étais un peu moins appétant à la comptabilité, je trouvais ça un peu moins fun. C'est vrai que ça peut donner moins envie que le contact, que la vente. Mais voilà, donc un environnement finalement très professionnel pour après aller commencer à travailler dans différentes entreprises. J'ai eu le plaisir de commencer à travailler sur une activité qui à l'époque était très très révolutionnaire. C'était ce qu'on appelait à l'époque la télé-réunion ou la téléconférence. Donc c'était il y a plus de 20 ans, notamment offrir des services pour pouvoir faire des visioconférences. Alors aujourd'hui, maintenant que le Covid est passé, c'est courant, c'est le quotidien de chacun, de chacune, c'est le télétravail, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, faire des visioconférences était quelque chose d'assez novateur, et donc j'ai commencé à vendre ce type de solution dans des entreprises sur un marché B2B.
Et donc, comment après vous êtes dirigé vers les ascenseurs ? Alors, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un premier grand groupe pour effectivement vendre de l'ascenseur, vendre les prestations autour de l'ascenseur en tant qu'ingénieur d'affaires. Alors ça c'était un passage dans le sud de la France. J'ai vécu à Marseille et c'est une très belle époque, très beau moment de vie. Marseille est une très belle ville. Marseille a des choses exceptionnelles à vivre. J'ai également eu le plaisir de travailler à Aix-en-Provence. Voilà, donc forcément c'est des villes dans lesquelles il fait bon vivre et pouvoir à la fois grandir professionnellement tout en ayant un mode de vie plutôt sympa et assez fun, surtout quand on est jeune, c'était une belle aventure. Voilà. Et puis après, direction Paris. Direction Paris, voilà, pour prendre un poste de chef des ventes dans un autre groupe qui faisait de l'ascenseur sur l'Île-de-France. Donc ça pendant quelques années. Donc, et là, vous vous êtes pas posé la question quitter le sud pour Paris, ça peut. Parce que vous êtes originaire d'où à la base ? Alors Paris. Et donc effectivement, alors c'est vrai que la question s'était posée de se dire, effectivement, entre Marseille et Paris, finalement, quelle est la meilleure destination ? C'est vrai que quitter Marseille, ça peut être dur. Hein. Eh oui, ça l'a été, mais globalement, l'appel justement, l'appel de la profession, en tout cas, l'appel du pied d'un certain nombre de personnes pour revenir sur Paris, notamment pour prendre de nouveaux postes, m'a fait basculer sur la prise de décision d'aller sur Paris à l'époque. Vous étiez marié déjà à l'époque ? Quand je suis remonté, non pas encore, je suis remonté sur Paris et après je me suis marié après. D'accord, voilà. Vous étiez donc célibataire, vous avez rencontré votre femme après. Alors après, comment ça s'est passé, votre arrivée chez Drieux ? Alors, tout d'abord, j'ai fait un break. J'ai pas fait que de l'ascenseur dans ma vie, puisque lorsque j'étais chef des ventes, j'ai été approché par un groupe qui s'appelait Carrefour à l'époque, et notamment la banque Carrefour. Vous avez travaillé chez exactement Carrefour. Alors Karma pour l'assurance, effectivement. Groupe lyonnais d'ailleurs, Carrefour. Ça a été fondé par deux Lyonnais. Ouais. Voilà, exactement. Et donc j'ai fait une petite dizaine d'années dans la banque assurance Carrefour, à des postes à la fois directeur régional dans un premier temps, puis en charge de toute l'animation commerciale des KPI, mise en place de CRM sur le national. Et il y avait à l'époque à peu près 220 agences en France, donc avec un certain nombre de projets très structurants pour la banque. Et lorsque j'étais encore en poste chez Carrefour, donc j'ai été approché par un chasseur de tête qui m'a proposé de reprendre la direction commerciale et marketing de Drieux-Combalusier. D'accord. C'est comme ça que je suis revenu dans le monde des ascenseurs. J'avais pas forcément prévu d'y revenir. Donc vous êtes fait chasser. Voilà, exactement. Vous étiez toujours à Paris ? Mais j'étais toujours à Paris, oui, exactement. Et donc, je n'ai pas forcément prévu de revenir dans l'ascenseur. Et ce qui m'a fait dire oui à nouveau, c'est le fait que l'entreprise Drieux-Combalusier que j'ai découvert à l'époque était, donc c'est une PME, une PME de 170-200 personnes à peu près. C'est une entreprise avec une âme. À la fois au niveau de ses collaborateurs, mais au niveau aussi de ce que l'entreprise est amenée à produire tous les jours. Donc il y a vraiment quelque chose d'authentique dans cette entreprise. Et ça, comment vous l'avez senti quand le chasseur est venu Alors, je l'ai pas senti les premiers rendez-vous avec le chasseur, puisque forcément, dans les process de recrutement, c'est très très long, et puis il y a pas mal de rendez-vous qui s'additionnent pour pouvoir être éligible au poste pour lequel vous êtes chassé. Mais en tout cas, assez rapidement, et notamment avec des entretiens que j'avais eus avec le directeur général de l'époque, Emmanuel Paris, j'avais cerné vraiment cet aspect aventure humaine, cet aspect authenticité au sein de l'entreprise. Et ayant eu finalement l'opportunité de travailler dans des grands groupes, c'est pas forcément ce que l'on retrouve toujours dans les grands groupes. Et je trouvais que c'était une bonne opportunité de passer d'un univers avec grand groupe très 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 structuré, mais parfois un peu froid, à un univers peut-être un peu moins structuré, mais vraisemblablement plus familial et avec un peu plus d'authenticité. Et puis les prestations que font aujourd'hui Drieux-Combalusier m'attiraient aussi sur notamment l'aspect qualitatif. C'est du haut de gamme. Voilà, exactement. Alors, je ne vais pas faire la promotion de l'entreprise. C'est des ouvrages d'art. Des ouvrages d'art et le fait. Ça vous plaisait. Oui, exactement. En fait, le simple fait d'avoir effectivement identifié une entreprise capable de sortir de ces unités de production des cabines en bois, c'est quand même quelque chose de beau. Et si on parle de la vie, et la vie est faite pour qu'on puisse s'émerveiller de ce que nous offre la vie dans
toutes les situations. Et globalement, quitte à travailler, autant se faire plaisir avec une entreprise qui délivre des prestations que l'on apprécie pour la noblesse de ses prestations, la noblesse des matériaux utilisés, et puis le savoir-faire historique de l'entreprise. Donc, dit caractère commercial au début, comment vous êtes devenu président ? Alors, ça s'est fait de façon assez naturelle puisque Emmanuel Paris a pris le poste de CIO sur TKE qui était la maison mère, et puis assez naturellement Emmanuel m'avait proposé de prendre la direction générale dans un premier temps, puis la présidence pour continuer à développer cette belle entreprise qui est Drieux Combalusier. Et ça fait à peu près presque, je suis dans la 3e année maintenant que je dirige l'entreprise. Combien de temps au marketing et au commercial ? 4 ans. 4 ans. Pratique. Ça fait déjà 7 ans dans la maison. Exactement, 7 ans dans la maison. Oui, ça passe vite. Ça passe extrêmement vite. Ça passe vite. Ouais. Comment se porte l'activité en ce moment ? Surtout dans un contexte de hausse des coûts des matériaux, de l'énergie. Exactement. Ce qui est très très compliqué aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect inflationniste, et c'est pas que de l'actualité, c'est vraiment une réalité assez violente qui se présente à l'ensemble des entreprises, et on n'y échappe pas. Aujourd'hui, on a une très hausse, une hausse très très forte d'un certain nombre de coûts. On s'en parlait avant l'émission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute cette hausse de coûts se traduit par des centaines de milliers d'euros de hausse. Et vous n'arrivez pas c'est pas possible d'augmenter les prix, quoi. On travaille à faire en sorte qu'effectivement de partager finalement, de répartir cette augmentation, mais c'est pas évident. Et du coup, vous absorbez un peu. Et on essaye d'absorber dans la mesure du possible, mais c'est un vrai travail d'équilibriste pour maintenir la profitabilité de l'entreprise, maintenir l'activité, tout faire pour continuer aussi à croître, puisqu'on a finalement nos deux pieds. Le premier, c'est la rentabilité de l'entreprise, le deuxième, c'est la croissance de l'entreprise. Mais c'est vrai que dans cet univers, dans cet écosystème qui est historique, alors historique pas forcément au bon sens du terme, mais c'est qu'on vit quand même quelque chose d'historique avec cet aspect inflationniste. C'est vrai que ça nous oblige à avoir un mindset complètement non pas réactif mais anticipatif sur beaucoup de choses, et du coup on a lancé beaucoup de projets pour diminuer toutes les charges de l'entreprise tout en préservant le capital humain. Comme quoi ? C'est quoi vos... Tout bêtement, pas tout bêtement, mais on avait le projet, mais on est en train d'accélérer, d'équiper finalement tout le toit des usines avec des panneaux photovoltaïques. Alors le projet était existant, on y travaillait, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y avait moins d'urgence. Donc là, ça s'est accéléré. Et là, ça s'est forcément accéléré. Vous avez une très très belle surface. Exactement. Je pense qu'avec les données moyennes sur une année, ça peut représenter 20% d'économie. Il y a un vrai levier pour effectivement aller économiser. C'est remettre aussi en perspective un certain nombre de comportements. C'est vrai que il y a encore. En fait, vous allez développer une centrale photovoltaïque sur votre surface. Non, mais pour générer. Parce que vous avez cette chance d'avoir une implantation. Ça se visite, on peut les visiter Bien sûr. Alors, c'est génial, ce que vous faites. Là. Moi, on est allé avec. C'est vrai qu'on avait tourné là-bas. Dans les ateliers. On avait eu le plaisir de vous accueillir effectivement à plusieurs reprises. Il faut savoir qu'avant le Covid, on faisait visiter l'atelier, enfin les ateliers, les unités de production, et je crois même qu'on faisait partie d'un parcours de tour opérateur dans lesquels les touristes venaient visiter l'entreprise pour son savoir-faire, au même titre qu'on visite des monuments parisiens. Alors il y a des normes de sécurité en revanche, il y en a beaucoup. Oui. Il faut s'équiper de chaussures. On se rappelle des chaussures. Les belles chaussures de sécurité, les surchaussures de sécurité. Oui, alors la sécurité, c'est la colonne dorsale, la colonne vertébrale de l'entreprise, naturellement. C'est le sujet numéro 1 de notre entreprise, et on veille à ce que ça soit pour nos collaborateurs, pour nos clients ou pour les visiteurs de l'entreprise, on soit sur une dynamique 100 ou 200% sécurité pour préserver la santé de l'ensemble des parties intéressées. On va écouter un premier témoignage, celui justement de votre collaboratrice. On va l'écouter tout de suite et on réagit juste après. Très bien. Charlie Furgero, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes chez Drieux Combalusier et donc vous travaillez avec Bertrand Péroux depuis combien de temps ? Exactement, je travaille avec Bertrand Péroux depuis bientôt 2 ans. Et alors comment est Bertrand dans le travail et en tant que président ? Alors Bertrand dans le travail, c'est quelqu'un
profondément humain. Moi, ce qui m'avait séduit chez Drieux, c'était l'équipe, et le premier rempart, c'était Bertrand, par son honnêteté et l'image qu'il véhiculait de l'entreprise qui défend et qui représente, et notamment les valeurs. En fait, on partage les mêmes valeurs, et Bertrand est quelqu'un d'intelligent et de sensible et de réfléchi dans ses propos. Donc c'était vraiment en fait entre l'entretien que j'ai eu avec lui et la réalité, c'est conforme à l'idée que je m'étais faite de lui. Donc c'est une expérience très très positive. Donc on peut dire que voilà, c'est une entreprise bienveillante, familiale, dans laquelle on se sent bien, en tout cas, et notamment grâce à Bertrand. Exactement. C'est vraiment les valeurs que moi j'ai. Je les retrouve au sein de Drieux, et elles sont aussi véhiculées évidemment par son président, la personne de Bertrand. Et moi, je trouve ça important de pouvoir travailler dans un environnement où on partage à titre personnel les mêmes valeurs qu'une entreprise, la bienveillance, la qualité de service, enfin voilà, tout ce qui est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais en tous les cas d'être tous en accord avec ça. Mais c'est pas forcément facile tous les jours, mais c'est vrai que Bertrand, c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute. Donc je sais que quand moi je pète un câble ou j'ai le vase qui déborde, j'arrive, je déboule dans son bureau, je l'appelle et je lui dis il faut que je vide mon sac. Et voilà, donc il a toujours cette oreille attentive, et ça, c'est appréciable. Un président accessible. Est-ce qu'il a des défauts, en revanche ? Oui, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Bien sûr qu'il a des défauts. Après, ça reste soft, mais il part partout. Il a 40 000 idées à la seconde, donc c'est pas toujours facile de le suivre. Et voilà, il y a un sujet qui est à peine clos, qui part déjà sur quelque chose, ou quand on a une idée qui est bien en place, il va toujours mettre son grain de sel, parce qu'il faut toujours aller trouver mieux, faire mieux, chercher mieux, etc., avoir la solution idéale. Et donc ça, c'est sportif en fait de travailler avec Bertrand. Bertrand est en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer ? Alors moi, j'ai une question à lui poser. Bertrand, as-tu recherché et trouvé ta basket rouge ? Il saura très bien de quoi je veux parler. Alors c'est quoi cette fameuse basket rouge, Bertrand ? Là, c'est l'énigme du jour. Alors, oui, ça va intéresser beaucoup de monde en plus. Bah oui. Alors oui, mais où est la basket ? Alors déjà, je vais répondre à la question, mais je vais remercier Shirley pour son témoignage, parce que c'est toujours très intéressant de continuer à se connaître à travers les yeux des autres, et surtout quand on n'est pas là. Surtout quand on n'est pas là, exactement. Donc c'est quelque chose qui est important, effectivement, d'avoir le regard des autres. C'est aussi une façon de mieux se connaître. Bien sûr. En permanence, et voilà. Donc merci Shirley pour ce témoignage. Alors Shirley, je vais répondre à la question qui interpelle tout le monde, cette basket rouge. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, alors donc je fais du VTT régulière le week-end, notamment dans la belle forêt aux alentours de Solis. Et donc j'étais en mode VTT rapide dans une descente, et j'ai fait un soleil avec le VTT, très grand soleil. Ça aurait pu être très dangereux. Ça aurait pu être très dangereux, d'autant plus que j'étais seul. Et donc grand soleil. Ça sert quoi ? C'est un salto avant, quoi. Salto avant, la roue passe avant. C'est quoi en fait ? Oui, c'est la roue arrière qui se lève en fait. Qui se lève et qui passe Pourquoi par-dessus. la descente était trop raide ? C'était une descente vraiment abrupte avec pas mal de rochers. Et quoi ? Il y a un coup de frein, qui est parti. Il y a eu un coup. Alors je sais pas trop, parce que c'est passé tellement vite que. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvé effectivement avec un soleil. Je me vois encore très bien avec les deux pieds en l'air, et dans cette violence du soleil, j'ai ma chaussure, ma basket droite qui est sortie, Mais vous êtes retombé sur vos pieds ou pas ? Non, je suis retombé sur un lit de fougère. Alors ça, tant mieux. Ouais. Heureusement que le lit de fougère était là, parce que ça aurait pu être un peu plus dramatique. Mais donc je suis retombé effectivement quelques mètres plus loin avec le vélo à droite et puis moi à gauche, et cette fameuse chaussure dans les fougères, et je n'ai jamais retrouvé ma chaussure droite. Donc je suis rentré en faisant du VTT pieds nus. En plus il est particulièrement froid, et alors pour ceux qui font du VTT, il y a des picots sur la pédale pour accrocher effectivement la chaussure. Alors quand on a une chaussure, c'est super, mais quand on n'a plus de chaussure,
Mais il y avait la chaussette quand même. Il y avait la chaussette, mais la chaussette, ça fait pas grand-chose. Quand à chaque coup de pédale, vous avez les picots qui vous rentrent dans la peau, vous en gardez un souvenir. Mais quelle histoire! C'est bon, ça. Quelle histoire, mais. Vous n'avez pas arrêté le VTT, non? Ça va? Non, j'ai pas arrêté, mais j'ai toujours pas Donc, trouvé la fameuse basket rouge. Oh là là. Qui doit être dans un lit de fougère. On va lancer un appel pour ceux qui sont dans la forêt de Senlis. Si vous voyez une pompe qui derrière un lit de fougère, elle est à Bertrand-Pérou. Puma, je crois, rouge, quelque chose comme ça. Bon, bref, ça fait partie de l'histoire de la forêt, en tout cas. Vous n'avez jamais reçu. Et je l'ai pas retrouvé, voilà. Ouais. Et vous faites souvent du vélo seul, vous partez seul en forêt pour vous ressourcer? Oui, alors ça fait partie de mes moments de liberté ou pour s'évader, entre guillemets. C'est vrai que c'est important d'équilibrer finalement nos vies entre nos vies professionnelles et puis nos vies privées, et notamment de faire du sport. Parce que déjà ça procure du bien-être, hein. Tout de suite on a cette relation à soi-même où effectivement on est sur d'autres sensations que celles que l'on peut avoir dans le cadre de la vie professionnelle. C'est aussi ce que j'aime beaucoup dans le VTT, et surtout dans le fait de se retrouver au cœur de la forêt tôt le matin. On est là encore sur des moments de plaisir, et quand je disais que la vie est belle et qu'elle mérite d'être vécue et qu'il faut s'émerveiller de tous ces instants, alors forcément quand on est au plein cœur de la forêt avec le soleil qui se lève, le froid qui vient un peu piquer la peau, et puis la vitesse, etc. Et le soleil. Et le soleil, c'est vraiment des moments qui sont très sympas à vivre. C'est aussi un moment pour se retrouver soi-même, se retrouver soi-même, et puis voyager en fait. Parce que finalement l'inconscient voyage assez rapidement quand on fait du VTT, quand on est sur notamment sur aussi de la distance, il y a des moments où l'esprit voyage, et donc j'aime bien ce mixte entre le fait de se retrouver dans la nature, au cœur de la nature, avec un certain nombre d'émotions, de sensations tactiles et émotionnelles, et puis le fait de se dépenser aussi pour évacuer la pression qu'on peut avoir de part et d'autre. Ouais. Voilà. Alors tout à l'heure, on va revenir au témoignage de Shirley. Elle parlait donc un peu, pas d'hyperactivité, mais c'est vrai d'idées qui se bousculent constamment dans votre tête. Oui. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que vous avez toujours besoin de faire quelque chose tout de suite, c'est l'étape d'après? Est-ce que ça c'est déjà que pour le professionnel? Est-ce que c'est pareil dans votre vie personnelle? Et est-ce que justement le vélo ça vous aide à lâcher prise, à vous Alors, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue professionnel, c'est vrai que je fonctionne plutôt en mode très créatif. Récemment aussi peut-être trop créatif. À un moment donné, il faut aussi reprioriser, recentrer un peu mais c'est vrai que ce qui m'anime dans le fait de diriger l'entreprise, c'est finalement d'avoir des points de vue différents, de penser un peu out of the box, de sortir des frontières pour parfois finalement essayer de trouver des solutions qui paraissent très compliquées comme ça quand on les prend et qu'elles arrivent. Quand on a des problématiques qui arrivent, on dit mon Dieu, comment est-ce qu'on va aborder ce sujet-là? Et c'est vrai que finalement le fait assez facilement aller sur de la créativité, ça permet déjà d'avoir un côté ludique qui est toujours plus sympa que de mettre des couleurs en fait. De mettre des couleurs, effectivement. Et donc oui, forcément la créativité, a priori, effectivement, on dit souvent de moi que j'ai beaucoup d'idées à la minute et que ça faisait parfois un peu difficile à suivre, mais donc voilà, je fonctionne comme ça. Après, je suis pas dans l'urgence en permanence. Hein, naturellement, c'est un équilibre, mais c'est vrai que le fait d'être à la fois sur, je stimule en permanence et je challenge en permanence, pas pour challenger, mais parce que ça fait partie des façons de fonctionner et de trouver des solutions. C'est quelque chose que j'aime bien. Trouver des solutions. Alors, est-ce que ça fait peut-être partie de votre expérience en tant que scout? Vous avez fait, je crois, 8 ans au Scout de France. Bérénice va être bien renseigné. C'est quoi le totem? Le totem ne se dit pas en public. Ça fait partie des règles. C'est les règles. Ouais. D'accord. Ah oui, attention. Donc, Scout de France. Je la dirais hors émission. D'accord. Bon. Scout de France à Vincennes, c'est bien ça? Scout de France, oui, j'ai eu le... Et ça vous a forgé? Oui, exactement. Alors, c'est vrai que Et vous avez quel âge quand vous étiez la première fois? J'ai commencé le scoutisme à 8 ans. C'est les meilleures années. 8 ans. Alors, effectivement, les années scout de 8 ans jusqu'à 22 ans, c'est des années extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Le scoutisme, c'est à la fois finalement très connu et
Vous avez commencé comme louveteau, c'est ça? Louveteau, ouais, exactement. Ouais. J'ai commencé comme louveteau à 8 ans avec des premiers camps. Avec, et après, on finit quoi? Les feux de camp. On est quoi Après, c'est les Jeannettes, non Alors, les Jeannettes, c'est pour les filles. Oui, c'est ça, c'est les filles. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pour les filles, c'est les Jeannettes. Non. Et pour les garçons, c'est quoi? Les garçons, je sais plus. Alors, c'est le louveteau, les Jeannettes. Après, on a les scouts et les guides. Après, on a les pionniers, les caravelles, les compagnons. Et puis après, on accède à ce qu'on appelle la maîtrise ou chef de troupe. Donc là, c'est vous êtes arrivé chef de troupe. Donc, je suis arrivé chef de troupe pour finalement encadrer en fait les jeunes et permettre de vivre à des enfants ce que moi j'ai vécu qui était vraiment génial. Et effectivement je serais vraisemblablement pas le même si j'avais pas eu ces vingtaines d'années de scoutisme derrière moi. Alors scout toujours alors. Scout toujours, exactement, mais au-delà du stéréotype où ça fait un peu marrer tout le monde parce qu'on imagine la tente, le feu de camp, ce qui est d'ailleurs très sympa parce que objectivement faire des feux de camp en pleine nature, c'est quand même juste génial. Non, mais quand il faut se construire son toit pour le soir. Exactement. C'est aussi, alors je parlais du VTT avec la relation à la nature, mais c'est vrai que le scoutisme, c'est aussi une relation très forte à la nature. Et le scoutisme n'a pas attendu finalement ce que tout le monde dit aujourd'hui. Il faut préserver l'environnement, la terre, qui est devenu un des sujets sociétaux d'aujourd'hui. Le scoutisme n'a pas attendu tout ça pour déjà très rapidement se soucier de la préservation de la nature. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs du scoutisme, préserver la nature. Et donc, ça permet d'avoir très tôt une sensibilité à la nature, aux écosystèmes et comprendre que finalement l'environnement dans lequel on évolue tous les jours, c'est quelque chose qui est juste essentiel. Et je pense que c'est important que tous les enfants puissent avoir l'opportunité d'être sensibilisés à ces fondamentaux en fait, parce que si on le voit bien, le climat part en cacahuète et ça va être difficile de redresser la barre. Et est-ce que ça vous a servi votre expérience en tant que scout pour diriger les équipes, parce que c'est voilà. C'est vrai que c'est une bonne école de management. C'est une très très bonne école de management. Pour apprendre à être débrouillard, à être soudé, à motiver les troupes. Vous partez dans les camps, je crois que vous partez, vous devez vous repérer, faire un feu de bois. Puis c'est surtout que chacun est à sa tâche. Il y en a qui font la vaisselle, il y en a qui s'occupent du. C'est pas chacun sa tâche. En tout cas, il y a roulement des tâches qui sont données pour la vie en collectivité. Mais ce qui est vraiment très fort et très constructif, c'est qu'en fait, on a vraiment une vie en collectivité avec un souci de l'autre, avec aussi effectivement les joies et les peines d'une vie en collectivité. Il y a des moments, vivre en collectivité, c'est pas toujours facile. Donc c'est cet apprentissage de la vie par rapport à la relation qu'on peut construire avec les uns et les autres, la relation par rapport à autrui, et donc oui, forcément, ça permet de se construire par rapport à ça. Je faisais le lien, effectivement. A priori, on dit de moi que je suis manager à l'écoute, qui est ouvert. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis dans ce mode de communication, c'est parce que j'ai fait 20 ans de scoutisme. Ça vient de là. Et que ça m'a permis effectivement de me construire dans la relation à l'autre avec un certain nombre de valeurs liées au scoutisme. Donc dans le côté professionnel, mais aussi personnel, ça vous a servi aussi personnellement? Oui, bien sûr. Vous savez, quand on fait 20 ans de scoutisme avec des valeurs fortes autour du scoutisme, de la fraternité, de l'amitié, j'ai aujourd'hui encore énormément d'amis qui étaient avec moi louveteau quand j'avais 8 ans. Ah oui, que vous avez conservé, que vous continuez à voir. On conserve, bien sûr. Ouais. Donc ça fait partie des belles choses. Mais est-ce que vous revenez dans le scoutisme avec, je sais pas moi, en tant que mécène, accompagnateur, etc. Est-ce qu'on peut continuer à fréquenter Oui, alors j'ai été approché récemment pour reprendre proposer un poste de chef de groupe que j'ai pas accepté pour pas mal de raisons d'organisation, mais oui, bien sûr qu'il y a cette capacité. On peut continuer, bien sûr. Ouais. Et vos enfants sont scouts ou pas? Oui, alors j'en ai 3 sur 4 les 4 ont été scouts et puis 3 sont toujours dans le scoutisme, dont notamment 2 qui sont aujourd'hui chefs scouts. Alors chefs pour justement animer les groupes des enfants qui leur sont confiés. Ce qui est important aussi, dans le scoutisme, c'est que c'est bénévole, c'est du bénévolat.
C'est scout laïque ou alors scout de France, oui, c'est alors il y a plusieurs branches, il y a des branches religieuses, des branches laïques, on retrouve un peu de tout. Mais le sujet que je voulais remettre en exergue, c'est qu'il y a vraiment ce bénévolat, c'est-à-dire que tous les jeunes aujourd'hui, tous ces chefs qui finalement passent une partie de leur week-end ou tout leur week-end à animer et accueillir les enfants et leur faire vivre des choses extraordinaires, c'est du bénévolat. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Ils le prennent sur leur temps. Hein. Exactement. Et je trouve que c'est le bénévolat, c'est dans un monde dans lequel tout est monétisé. Je trouve que c'est une très belle chose d'être en mesure de continuer à faire du bénévolat avec toutes les valeurs qui tournent autour du bénévolat. Ça, je pense que c'est quand on parle de valeurs, c'est quelque chose qui est important. Bertrand, on va écouter votre deuxième choix musical. Alors, il s'agit de Rossini, Petite messe solennelle, c'est bien ça ? Exactement. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est alors pour le coup musique classique, hein. Musique classique, ça fait tout simplement parce que à chaque fois que je l'écoute, ça me donne des frissons. Et c'est suffisant pour la faire partager avec les auditeurs en me disant c'est quand même quelque chose d'extraordinaire en matière de musicalité, voilà, c'est que j'adore cette musique. Voilà, donc je vais pas intellectualiser la démarche, mais c'est vraiment à chaque fois que je l'écoute, c'est quelque chose c'est un grand moment de plaisir. Donc, eh bien, on va l'écouter sur Radio Imo à 8h32. Exactement. Vous allez avoir des frissons.
magnifique. Ah oui. Alors j'ai un scoop. On va faire une interruption. Spéciale du programme. On va demander à Théo effectivement de suspendre effectivement le cours. Je dois vous informer, mesdames et messieurs qui nous écoutez, qu'une information vient d'arriver. Nous avons retrouvé quelque chose. Je vous propose qu'on le regarde en image. Voilà. Voilà. Nous avons retrouvé la chaussure. C'est une marque Puma. Voilà. Elle a été retrouvée. Voilà. C'est Ginette Leclerc qui nous a écrit. La basket rouge. Voilà. Magnifique. Donc elle nous fait un mot à l'attention de Bertrand Pérou. Oui. Cher Monsieur Pérou, nous avons retrouvé, j'ai retrouvé la chaussure. Ne sachant quoi faire, je vous attends à la maison pour un petit thé dansant éventuellement. Je vous la rendrai si vous me faites danser le tango. Voilà, signé Ginette, 91 ans. Je suis pas sûr d'être le meilleur danseur de tango, mais voilà. Bon, rock, oui. Si Ginette danse le rock, oui. Ouais, j'aime bien j'aime bien le rock pour la côté dynamique, entraînant, machin sympa. Rock tango, around the clock. Exactement. Alors c'est qui? C'était la musique de quel du générique de quelle série? Alors, ça, je peux pas vous aider. Bill Haley, ouais. Ouais, Bill Haley. Oui. D'accord. Quelle série? Je sais pas. Happy Days. Ah, Happy Days. Alors là, on remonte. On fait de l'archéologie là. Non, c'est parce que c'est tout de suite parce que je suis plus âgé que tous, voilà. Mais non. Je me rappelle de ces sessions. J'étais à l'école, je quittais l'école à midi et je courais à la maison pour ne pas rater l'épisode de 13 heures. Extraordinaire. Alors, en parlant de ça, moi j'ai une Madeleine de Proust aussi. Quand j'étais petit, Sylvain, on sait bien que quand Saturnin le canard. Non, pas ça, mais quand nous étions petits, on n'avait pas 40 000 chaînes comme aujourd'hui, on n'avait pas les médias sociaux, on avait juste 3 chaînes qui se battaient en duel, pour ceux qui s'en rappellent. Moi, en 1930, j'avais la TSF. Non, moi j'ai une Madeleine de Proust, j'étais un fan absolu du premier manga qui est apparu sur les chaînes françaises, c'était Goldorak. J'étais un fan absolu de Goldorak. Astéroach, Cordon Fulgure au point. Voilà. J'étais un fan dingue. Je ratais un épisode de Goldorak, j'en pleurais. Parce que forcément, il y avait des devoirs à faire et quand je faisais pas tous mes devoirs, je pouvais pas regarder Goldorak. Vos parents étaient stricts? Non, vraiment pas. Alors j'ai des parents en or, je les adore. Ouais. Papa, maman, je vous aime, vraiment. Non, alors j'ai là en plus la chance d'avoir des parents qui sont encore de ce monde aujourd'hui. J'ai eu des parents. Où vivent-ils aujourd'hui? Alors, ils sont dans le 94 à Vincennes. Ici. Des parents vraiment en or. Vraiment. Je le dis ouvertement parce que, voilà, c'est une chance aussi dans la vie d'avoir des parents qui accompagnent, qui ont été proches, affectueux. C'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que c'est important de le dire quand c'est le cas. Donc, c'est le cas et je les remercie en public. Voilà. Et vous avez un frère jumeau? Oui, un frère jumeau. J'ai un frère jumeau. Un faux jumeau. Dizygote ou monozygote. Avec qui vous entendez très bien, je crois. Oui, exactement. Un frère faux jumeau qui était Olivier aussi. Voilà. Alors vous ne ressemblez pas du tout. Non, il y a un air de famille, mais très léger. D'accord. Très léger. C'est une belle aventure d'avoir Qui c'est qui est arrivé le premier? Alors, d'un point de vue civil, c'est Olivier, donc mon frère, qui est sorti le premier. Ouais. Et moi, je suis sorti en dernier. Voilà. D'accord. Et pourquoi c'est une belle aventure Alors, c'est une belle aventure parce qu'en fait, c'est... finalement, avoir un frère faux jumeau, on a, je pense, les avantages sans avoir les inconvénients. Oui. Alors, je dis ça, je sais pas si on a des auditeurs qui sont des vrais jumeaux, je voudrais pas que ça soit mal pris, mais c'est vrai que c'est l'opportunité finalement d'avoir un compagnon de jeu du même âge, avec les mêmes centres d'intérêt en permanence. D'avoir une proximité, parce qu'effectivement, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une vraie proximité. Quand on s'entend bien. Voilà, quand on s'entend bien. Sans avoir finalement cette dépendance ou ce qu'on peut parfois observer chez certains vrais jumeaux où finalement l'un ne fait pas un pas sans que l'autre fasse l'autre pas. Donc je trouve que c'est un bon équilibre, le frère faux jumeau. C'est une vraie complicité sans avoir de dépendance. Donc c'est un bon équilibre. Il n'a pas eu le même parcours que vous? Non, mon frère est beaucoup plus orienté sur tout ce qui est contrôle de gestion, voilà, et moins de commerce ou de marketing. Vous avez combien de frères et sœurs vous avez? Alors j'ai un frère et une sœur. Voilà. Est-ce qu'il a votre passion pour la musique, votre frère? Parce que c'est une véritable passion. Vous avez d'ailleurs sorti un 33 tours, c'est ça? Non.
Oui, alors moi, Il a fait ça. On l'a. J'espère qu'on l'a. Hein. Non, hélas. Et alors ça, c'était trop dur à retrouver. Mais déjà, est-ce que votre frère, du coup, partage cette passion avec vous? Oui, alors en termes de, alors, je sais pas si le mot passion est un bon terme, mais en tout cas, bien sûr, on est très sensible à la musique. Alors, Olivier joue de la guitare, voilà, il est comme moi très sensible à la musique. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne conçois pas la vie sans musique. Quels que soient les styles musicaux, je me lève le matin, j'écoute de la musique. Là, ce matin, quand vous êtes venu en musique. En musique, ouais. Ah oui. Dans la voiture, tout le temps. C'est impératif. Ouais. Dès que j'ai un peu de temps libre en trajet, j'écoute de la musique. Voilà, franchement, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pas consommer de la musique, mais c'est une fois de plus parce que ça crée des émotions, ça permet de se resynchroniser avec soi-même aussi. De visualiser aussi. De visualiser, de prendre du recul, voilà. Et il y a tellement de beauté dans la musique, dans les styles musicaux, tellement de création, de créativité. Il y a une richesse. Quand on regarde finalement, quand on regarde tout ce qui s'est fait dans le monde de la musique, hein, entre les grands noms de la musique classique jusqu'à aujourd'hui, sur tous les styles musicaux, même en rap, tout ça. Enfin, il y a des trucs merveilleux. C'est vrai que c'est incroyable. En passant par le métal. J'adore AC/DC. Moi, je veux savoir ce que c'est que ce 33 tours. Oui, qu'est-ce que ce 33 tours, Bertrand? C'est quoi? Vous avez chanté ou... Oui. À l'époque, alors. Vous avez fait graver un disque? Petite histoire. Oui. C'est anachronique, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un 33 tours, tout le monde regarde de quoi il me parle. Ouais. Donc, 33 tours, pour certains de nos auditeurs, ça va leur parler, pour d'autres, peut-être un peu moins. Mais vous aviez envisagé une carrière? Alors, envisager peut-être pas une carrière, mais en tout cas, on avait fait un 33 tours à l'époque avec une bande de copains. Donc, le titre, je vais donner le titre du disque, c'était, on avait appelé le 33 tours, donc Coup d'État. Alors, pas coup d'État forcément politique, mais on était jeunes. Ça fait un peu groupe de rap, ça, coup d'État. Mais c'était un groupe, ouais. Il s'appelait comment? Génial. C'était Coup d'État. En fait, l'album s'appelait Coup d'État, le groupe s'appelait Coup d'État. On faisait simple à l'époque. Donc, on a sorti ce 33 tours, et puis, qui n'a pas été il y a eu quelques exemplaires. Je suis même pas sûr qu'il était dans les bacs de la Fnac ou autre, mais. Vous l'avez fait en autopromotion? On l'avait fait en autopromotion, et puis on avait un producteur qui s'était intéressé à nous à l'époque, et qui avait dit, moi, je veux bien vous produire, sauf que à l'époque on était encore dans les études et qu'il a fallu faire un choix finalement entre soit se lancer à 100% dans une vie artistique, soit continuer l'étude. Et vous faisiez quoi sur le 33 tours? C'est quoi votre rôle? Chanteur? Voix et guitare. Guitare. Ouais. Guitare sèche ou guitare Guitare sèche. Ouais. Guitare sèche. Ouais, guitare sèche. Voilà. Et dans le mode, quel mode? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait un mot. Non, mais je veux dire, vous chantiez quel type de chanson plutôt... c'était un peu des pop. chansons à texte ou chansons à texte, en français? Chansons françaises, chansons à texte, c'est un peu pop. Comment s'appelaient les membres du groupe? Alors, pour le coup, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Il y avait une certaine Véronique, je crois qu'il y avait une Pauline. C'est ça. Il y avait il y a Véronique, Pauline Jean-Marc, et Jean-Marc, je crois. Voilà, Véronique, Pauline, Jean-Marc, ils sont avec nous. Les coups d'État sur Radio Imo. Les coups d'État. On apporte. Voilà, Théo va chercher la guitare sèche pour Bertrand Perrault. Non, mais c'est génial d'avoir. Alors, si on n'a pas la guitare sèche, est-ce qu'on aura peut-être l'occasion de connaître la voix de... Vous pouvez pas nous chanter un petit truc comme ça a cappella? On va pas chanter a cappella, mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir sur le chant, c'est quelque chose qui est... Vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté. Comme ça, vous chantez pas de temps en temps si, ça m'arrive. Alors non, pas de bœuf, mais alors j'adore le karaoké. Ouais, j'adore le karaoké parce que justement c'est une façon de. Ça vous permet de chanter en fait. Ouais, de chanter, de vivre la musique sans se prendre au sérieux naturellement, parce que si on commence à se prendre au sérieux, c'est plus rigolo. Mais c'est un bon moment de rigolade de chanter. Et puis le chanter, ça c'est aussi sortir un certain nombre d'émotions qu'on n'aurait pas sorti. Qu'on n'aurait pas forcément sorti. Et pour ceux qui font l'exercice ou qui aiment chanter, il y a un avant et après le chant. Bien sûr. Quand on a chanté, voilà. Ceci dit, peut-être que la relève est assurée parce que ma fille a fait un concert il y a quelques temps. J'étais assisté à son concert. Elle a magnifiquement bien chanté. J'avais les larmes aux yeux. Et donc je me dis que peut-être que ma fille... On parle d'Alix. Alix, ouais. Et bien justement, on va écouter son témoignage puisqu'on l'a appelé. Avec plaisir. Et on l'écoute tout de suite.
Alix Pérou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille de Bertrand Pérou. Quelle relation entretenez-vous avec votre papa ? Si je devais parler un peu de la relation que j'ai avec mon papa, je dirais que c'est une relation qui est très fusionnelle. Et ça, depuis que je suis toute petite. C'est vrai que quand il revenait de ses déplacements, quand on était tout petit, il nous ramenait toujours des petites surprises. Et puis aujourd'hui, dans ma vie, c'est vraiment un rempart. Notamment dans mes études, c'est vrai qu'il a toujours un petit mot réconfortant, même quand je pense être au plus bas. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui me soutient beaucoup, beaucoup dans ma vie. Et c'est un peu la relation qu'on a, lui et moi. Donc c'est un papa qui est disponible, qui est bienveillant. Oui, il a toujours été très proche de nous, même s'il y a beaucoup de travail, etc. Il a toujours gardé du temps pour sa famille et pour ses enfants. Et vraiment, on a toujours pu se confier à lui. Ça a toujours été vraiment mon confident. C'est beau en tout cas d'entendre ça. C'est vrai que la relation père-fille est une belle relation, mais en tout cas c'est très beau. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer ? Il est en studio, il vous écoute. Si je devais te faire passer un petit message, mon petit papa, je dirais que je t'aime très fort et que je te remercie d'être toujours là pour moi et de me soutenir comme tu le fais. Ouais. Et ben, qu'est-ce que c'est bien. Vous êtes touché là. Elle est touchante, je crois qu'elle Alix. m'a fait ma journée, ma semaine, mon mois, mon année là. Mais moi, je vous avoue que ça m'a touché quand je l'ai eu en direct. Ça m'a. On voit que c'est une fille très sensible. Ouais. Et puis une relation incroyable. C'est votre seule fille. Vous avez 3 garçons et une fille. Hein. Oui, 3 garçons et une fille. Oui, exactement. Du coup, forcément, la relation père-fille, c'est une relation magnifique. Oui, c'est une très belle relation. Après, effectivement, alors merci Alix pour ton témoignage qui forcément me fait pleurer le cœur. Ouais. Oui, vous avez les larmes aux yeux, c'est toujours. Donc vraiment, forcément, on ne peut être que sensible à ce genre de retour de ses propres enfants. Oui, c'est vrai que Alix a témoigné, mais naturellement, j'adore aussi mes 3 autres garçons, naturellement, s'ils m'écoutent. Mais c'est vrai que la relation père-fille est toujours, effectivement, a toujours été très, très, très fort, très forte. Et c'est vrai que les enfants, c'est aussi une très, très belle aventure. C'est quelque chose de très exigeant. Pas toujours très simple parce que le rôle de père ou de parent, c'est quand même une aventure à laquelle on n'est pas forcément préparé. Quel âge a-t-elle, Alix ? Elle a 19 ans. 19 ans, et elle fait quoi comme étude ? Alors, elle fait une école d'architecture intérieure, design, qui est l'école bleue, une très bonne école d'ailleurs. L'école bleue, très bien. Ouais. C'est bien. Très bonne école avec. Très bonne école. Je ne vais pas faire la promotion de l'école, mais je trouve que c'est une école qui est à la fois extrêmement professionnelle dans ce qu'elle délivre et dans l'accompagnement qu'elle offre aux étudiants, et et c'est important de noter une bienveillance naturelle à l'égard des étudiants et des étudiantes. Ça, c'est beaucoup lié au fondateur de cette école que j'ai rencontré, que j'ai bien connu à une époque. Justement, j'ai fait plein de réunions avec eux et j'ai trouvé qu'ils avaient En plus, le fait de s'appeler l'école bleue, je trouve qu'il y a quelque chose. C'est doux, oui. Alors, faut dire qu'ils étaient rue Bleue. Voilà, c'est peut-être pour ça. Ceci explique cela. Ils étaient rue Bleue, qui est à côté de la rue, à l'angle de la rue du cours Poissonnière, mais vraiment une très belle école. Franchement, de très très bon niveau. Oui, voilà, on y trouve à la fois le fond et la forme. Peut-être Alix. Oui, alors elle une vraie sensibilité artistique et elle m'épate dans tout ce qu'elle peut faire. Alors, elle est très exigeante avec elle-même. Elle est capable d'avoir passé des heures et des heures entières sur une production et puis de se dire que finalement le résultat est pas à la hauteur de ce qu'elle souhaitait et de passer une nuit blanche pour refaire toute sa production. Oui. Donc elle est déterminée et puis dans un vrai côté créatif. Voilà, donc elle a toute mon admiration dans le travail qu'elle fait. Dans ce côté créatif. Et vos garçons, alors, ils ont quel âge ? Alors, mes garçons, l'aîné, donc Elliot, a 22 ans. Lui, il est lancé dans un master de droit digital et propriété intellectuelle. Donc, Elliot, travaille d'arrache-pied aussi pour rentrer dans le monde à la fois du droit et puis de tout l'aspect digital. Et Dieu sait s'il y a à faire. Oui. Donc, mon second s'appelle Charles, et Charles fait une école de dessin qui est à Lyon. Donc,
Donc créatif aussi. Exactement. Alors Charles a la chance d'avoir un vrai talent artistique assez naturel. Très rapidement, il a pris les crayons et très rapidement, il dessine très très bien. Donc forcément, ça c'est inné en fait. C'est inné. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est vraiment inné. Et alors après, il y a l'inné et le travail. Et donc là, il est en train d'apprendre effectivement avec l'école Emilco les fondamentaux pour peut-être devenir mangaka. Ah ouais. Exactement. Génial. Ouais, mangaka. Et une très belle patte, effectivement. Alors, c'est pas parce que c'est mes enfants, mais je suis aussi très, très admiratif de ce que les uns et les autres font. Alors, sur l'aspect créatif, Alix et Charles, forcément admiration. Elliot aussi, alors, moins dans la créativité, parce que forcément, le droit, il y a moins de créativité, mais beaucoup de rigueur. Et puis, le petit dernier, Ambroise, qui, voyant sa sœur et son frère dans la créativité, a aussi fait preuve de beaucoup de créativité. Donc, il est au collège pour l'instant, mais tous les jours... Il a 12 ans, c'est ça 13 ans. Ouais. Il est dans la création, il crée tous les jours. En fait, voilà, donc il dessine, il fait des sculptures diverses et variées. Après, c'est vrai, quand on est le petit dernier, forcément, d'une grande famille, on est inspiré. Grande famille, quand même. Grande famille. Oui. C'était un projet de... Alors, projet, je sais pas, mais c'est vrai que le fait d'avoir finalement une petite tribu, c'est quelque chose qui qui est arrivé assez naturellement. Ça doit faire le plaisir des grands-parents. Oui, bien sûr. Oui, c'est quelque chose qui est fort. Et puis, on dit toujours que voilà, les enfants c'est un peu le prolongement de nous-mêmes. Donc, c'est une très très belle aventure. Avec une fois de plus, là encore, c'est joie et c'est peine. Tout n'est jamais vraiment rose. Hier soir encore, Ambroise me faisait réviser avec lui le théorème de Pythagore. Super. Le carré parfait. Après, c'est bien de se replonger dans les cours. De Pythagore, le carré parfait. Et puis après, il y a aussi un peu d'anglais. Oui, forcément. Pour terminer. Le tout à 21h, c'est toujours très délicieux après une grosse journée. Comment vous arrivez à concilier justement ce côté père de famille et vie professionnelle? Parce que là, faire réciter à 21h quand on a une énorme journée, comment vous vous organisez? Alors, comment est-ce qu'on s'organise? La question est pas simple. On fait du mieux qu'on peut, j'ai envie de dire. Il y a pas de recette ou de recette particulière. Est-ce que vous vous bloquez des créneaux? Vous vous dites par exemple le mercredi à midi, je déjeune avec certains de mes enfants. Est-ce que vous vous bloquez des créneaux dans vos agendas, votre agenda ou... Pas forcément, mais en tout cas, j'essaie d'avoir une organisation en live qui permette d'être le plus agile possible en fait. Parce que voilà, mon mode de vie fait que aujourd'hui, entre des obligations professionnelles et puis une obligation privée, il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre. Bien sûr. L'organisation, elle se fait vraiment plutôt en mode live pour garder toute la souplesse et toute l'agilité nécessaire, soit pour répondre à mes obligations professionnelles, soit pour répondre à mes obligations personnelles. Voilà, donc j'ai pas d'organisation miracle. Je pense que je fais comme beaucoup d'auditeurs, j'essaie de faire du mieux que je peux en la matière. Voilà, mais pas d'organisation. En tout cas, ça marche bien à entendre votre fille. On va écouter le dernier témoignage qu'on a avant de se quitter. Quand même, c'est votre ami Laurent qu'on a eu et on revient juste après. Laurent Dongui, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ami de Bertrand Pérouf. Oui, tout à fait, un ami depuis, ça doit faire à peu près une dizaine d'années qu'on se connaît. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors par l'intermédiaire de l'école, nos enfants étaient et nos enfants respectifs étaient dans la même école, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis groupe d'amis parallèles. Et puis, vous avez tout de suite été amis. Est-ce que c'était une évidence? Oui. Une amitié, ça se crée aussi au cours de différents moments. Mais oui, ça c'est, on a sympathisé rapidement et puis passé de bons moments ensemble. Effectivement, ouais. Et alors, comment est Bertrand en amitié? Quelles sont ses qualités et ses défauts, s'il en a? On va surtout parler de ses qualités. Alors, moi, ce que j'apprécie en Bertrand, c'est que c'est une amitié facile, dans le sens où, effectivement, on peut ne pas se voir pendant un certain temps, pendant 5 ou 6 mois, parce que pris chacun dans nos vies professionnelles et personnelles, et à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours avec le même plaisir. On passe un bon moment de convivialité ensemble. Je sais que si
si Bertrand est à un dîner, je sais que je vais passer un bon moment. Donc voilà, ça c'est dans le sens de l'amitié, ce que j'appelle un peu l'amitié facile. On n'a pas entre guillemets de compte à se rendre, et quand on se voit, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Bertrand est en studio, il vous écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bertrand, bonjour. Voilà, on a parlé de l'amitié. C'est toujours un plaisir de se voir, de partager un moment ensemble. J'aime bien son sens de l'humour, voilà, c'est toujours agréable de se retrouver. Et ça, c'est vrai que c'est des vrais amis. Quand on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, on se retrouve 6 mois après, rien n'a changé. C'est ça fait partie effectivement des choses naturelles, et on parle d'authenticité, mais des choses naturelles, authentiques, où finalement rien n'est travaillé, rien n'est prévu, et c'est ça qui est fort dans les vraies relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec les uns et les autres, c'est que quand on voit des personnes, et que même si ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues, on retrouve ce même niveau de plaisir, bien sûr, sans calcul, sans rien, sans stratégie, sans vraiment quelque chose de naturel. Ça fait partie des personnes avec lesquelles il est important de passer du temps. C'est spontané. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis c'est vrai que dans toutes mes relations amicales, j'ai pas mal de tendance à très rapidement me lier avec des personnes qui aiment la vie, qui profitent de la vie, qui savent apprécier finalement le quotidien. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires, mais il faut que toutes les personnes qui ont cette capacité à faire de chaque jour quelque chose de sympa et beau, et voilà, ça forcément ça permet de créer des liens. Les richesses du quotidien. Les richesses du quotidien. Voilà, j'avais une personne que j'apprécie toujours d'ailleurs, parce qu'elle est vivante, mais qui m'a aussi pas mal construit dans la vie, et qui me disait très souvent la vie est belle. Donc cette personne s'appelle Jérôme Gavois. Je sais pas s'il m'écoute, mais en tout cas, oui, Jérôme, la vie est belle, et il faut savoir en profiter tous les jours. Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Très belle conclusion. Voilà, on se quitte avec votre dernier choix musical, Jean Rock. Oui. My Love Is Over. En 2 mots, pourquoi cette musique? Ah ouais, alors là, c'est... parce qu'elle me donne la pêche. Voilà, c'est ma musique du moment en ce moment. Je trouve ça sympa, ça donne la pêche, et puis ça suffit à dire que c'est suffisant pour l'écouter. Merci, voilà, ma vie est belle. Merci Bertrand Perrault, président de Grieux-Combalusier. My heart in blue, just for you. Regrets I had a few. Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.